Bonjour Mickaël, merci de nous retrouver aujourd'hui donc sur la chaîne YouTube du blog de la Bourse sans stress pour cette nouvelle analyse du marché US. Nous sommes le dimanche 12 janvier 2020 et donc au nom de toute l'équipe de la Bourse sans stress, je souhaite vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Santé, bonheur et bien sûr un peu d'argent, ça ne fera pas de mal. Donc aujourd'hui, nous allons faire avec Philippe une analyse un petit peu différente de ce qu'on vous a proposé depuis maintenant à peu près 2 ans. Donc avec une analyse partagée. Alors je ne dis pas que ça va devenir le standard des analyses puisque ça prend quand même pas mal de temps le week-end pour organiser ce genre de meeting. Mais je pense que de temps en temps, si le format vous plaît, on pourra faire comme ça des échanges avec Philippe en direct live donc sur les analyses donc du marché US. Philippe, bonjour. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Mickaël, bonjour à vous tous. Une très bonne année, donc 2020, comme 2020. Et en tous les cas, pour ce nouveau billet de la bourse sans stress, qui est nouveau, donc le numéro 42 en date du 10 janvier, j'ai le plaisir de faire cette vidéo avec Mickaël, avec un principe un peu différent. On aborde quand même le sommaire comme à l'accoutumée, même si c'est un numéro spécial. Donc, où est-ce que nous en sommes donc le 10 janvier? Les marchés US, on va voir ça. Que nous dit la bourse sectorielle? Et y a-t-il des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Donc, où est-ce que nous en sommes le 10 janvier? Donc, nous allons voir, comme d'habitude, le VIX. On va comparer donc le SP500 à travers le TF SPY par rapport au secteur refuge, les utilities, le bois, l'investissement, par rapport à l'or, qui est un produit aussi refuge. Le VUG, donc simplement les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value, qui est VTV. Eh bien, je vous propose, on attaque directement les graphes. Je viens ici, voilà, tac. Alors, bien sûr, je continue. La petite caméra, peut-être que je vais la mettre là. Voilà, terminé. Alors, le VIX, vous voyez comme quoi, déjà, premièrement, depuis un certain temps, les plus hauts sont toujours moins hauts. Et par contre, on revient ici, donc le 10 janvier, retester après des petits phénomènes, la mauvaise nouvelle, l'Iran, etc. Bon, quoi qu'il en soit, on revient sur cette zone des 12,50 $. OK, 12,56 à la clôture, donc vendredi. Et là, y aura-t-il une réaction ou une action? On verra, c'est le temps futur. Mais quoi qu'il en soit, on revient sur cette zone de support qui a été quand même testée de nombreuses fois. Et je rappelle, c'est toujours une zone. OK, on n'est pas au micromètre près. Ensuite, le SP500 par rapport au refuge, les utilities. Donc, vous voyez comme quoi on est dans là, je suis en hebdomadaire. OK, donc chaque chandelle, c'est une semaine de cotation. Vous voyez comme quoi on est dans une zone de congestion depuis un temps certain. Voilà. Alors, de temps en temps, c'est le SP500 qui est plus réactif que les utilities. De temps en temps, il y a un retracement, les utilities montent plus vite que, etc., etc. Quoi qu'il en soit, il y a une chose qui est quand même relativement intéressante, et là, je vais me mettre en délit. Il y a une chose intéressante, c'est que là, on a une zone, c'est encore une zone de résistance. Et là, vendredi, même si, je me décale comme ça, vous verrez mieux, même si on a essayé donc de casser cette zone de résistance, on l'a bien cassée, et là on retrace, et le petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours de la comparaison, va servir certainement de niveau de test. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on avait ici cette zone de congestion, mais là en délit, et on l'a cassée. Alors, est-ce qu'on va revenir à l'intérieur de nouveau? C'est les jours futurs qui vont me le dire. Le bois, par rapport, donc là aussi je continue, par rapport donc à l'or. On voit ici comme quoi effectivement le bois pendant un certain temps était prépondérant par rapport donc au momentum de l'or ou simplement à sa baisse. On voit que là, depuis un temps certain, donc depuis fin 2019, c'est l'or qui a remonté, on l'a bien vu, et au détriment du produit d'investissement qui est le bois. Alors, aujourd'hui, si j'agrandis un peu, effectivement, on se retrouve sous la moyenne mobile 200 jours de la comparaison et la moyenne mobile 10 jours a croisé à la baisse la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Alors, demain, c'est un autre jour, mais en tous les cas, c'est quand même quelque chose qu'il faut suivre. Et entre autres, peut-être suivre l'or, voilà, qui est
par définition, le produit refuge. Alors, si on compare maintenant les sociétés croissance par rapport aux sociétés value, et bien là, c'est pareil, si on voit la tendance de fond depuis un certain temps, donc là, je me mets en weekly, on voit comme quoi on avait bien monté, donc on recherchait les sociétés de croissance, exemple, je ne sais pas, Google, Apple, voilà, qui ne sont pas des sociétés value, hein, ok, des sociétés de croissance. Et là, on avait une belle pente en chandelier hebdomadaire. Et là, on est rentré dans une zone de congestion où on est venu tester l'ex-résistance qui a servi de résistance. Et là, action-réaction, on repart tout berzingue. Et là, en chandelier hebdomadaire. Alors, est-ce que les investisseurs vont revenir à fond sur les sociétés de croissance? En tous les cas, il suffit de regarder ça pour s'en convaincre. Voilà, tout simplement. Si je me reviens ici, donc en daily, on le voit très bien. Vous voyez bien comme quoi il y a une accélération. On a cassé ici une zone de résistance qui était à 1,54. Donc, oui, c'est ça. Vous voyez 1,54. Je remets mes petites lunettes, c'est bien ça. 1,54, ouais. Là, on a une accélération. Alors, il y aura peut-être un retracement, mais en tous les cas, l'argent, l'investissement revient sur les sociétés de croissance, au détriment peut-être des valeurs value. Alors, on revient sur la présentation maintenant. Voilà, hop. On va voir le SP500, que je vais redonner la main à Michael, mais je voudrais quand même vous faire une présentation, puisque là, le tableau a été réactualisé, puisqu'on va de 2009 jusqu'à 2019. On voit les probabilités, enfin en tous les cas les résultats, quand est-ce que le SP500 a clôturé plus haut à la fin du mois qu'il n'avait commencé en début de mois. Pour cette année 2020, on va utiliser un nouveau tableau et on voit comme quoi, généralement au mois de janvier, et ceci depuis 10 ans, 2009-2019, 55% des fois, le cours du SP500 finit plus haut qu'il n'avait commencé en début de mois. Nous verrons à la fin du mois si effectivement on est toujours dans cette statistique. Je vais donner la main maintenant à Michael. Ok, alors concernant le S&P 500, alors je ne vais pas y passer 10 minutes puisque l'année 2019 est terminée, mais simplement pour vous montrer comment s'est passé 2019, pour peut-être avoir quelques prévisions pour 2020. Clairement, on avait fini l'année 2018 avec une très forte baisse, donc sur le mois de décembre, avec un pic, donc c'était le 24 décembre 2018. Suite à ce pic, on avait réintégré, donc c'était le 1er janvier, enfin le 2 janvier, on avait démarré donc les marchés à 2480. On a fini au 31 décembre à 3265, ce qui nous laisse une progression d'à peu près 31%, donc ce qui est énorme sur 2019. Alors cette progression ne s'est pas faite, je dirais, en ligne droite, puisque nous avons eu quand même 5 périodes de volatilité. Donc une première période en mars d'à peu près 3,75-4%, une deuxième période de volatilité qui a commencé donc début mai, qui a duré donc tout le mois de mai avec une baisse donc de 7,5%. On a eu courant du mois d'août donc une volatilité un peu plus importante avec une baisse de quasiment 7% en l'espace de très peu de temps. On a également connu une zone de volatilité donc fin septembre, début octobre. Et donc là, sur le début décembre, une légère zone de volatilité à peu près 2,65%. Alors, est-ce que pour 2020, vous savez que Philippe et moi, nous sommes quand même assez confiants à la bourse pour 2020. Je pense que globalement, alors je ne sais pas si on va avoir 30% comme en 2019, qui reste quand même une performance assez exceptionnelle, mais clairement, on pourrait avoir encore une belle performance sur 2020, en sachant que courant d'année 2020, on devrait subir encore donc des périodes de volatilité qui pourraient être de 2,5, 3, 5, peut-être 8%, peut-être voire plus, on ne sait jamais. Clairement, je pense qu'il faudra peut-être attendre ces zones de volatilité pour prendre des positions haussières, puisque globalement, on est quand même assez confiant pour 2020. Donc, plutôt que d'acheter au plus haut, peut-être d'avoir un petit peu de patience et de profiter donc des retours de quelques pourcents pour prendre des positions à la hausse si c'est votre conviction qu'effectivement, le marché en 2020 va continuer de pousser encore comme ça pour quelques trimestres. Voilà, Philippe, je te rends la main. Alors, les marchés US, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, Michael vient de nous parler du SP500. On va voir grosso modo vite fait le Dow Jones, le QQ, IWM à travers juste une comparaison. On attaque les graphes. Voilà, tac, s'il veut bien. Voilà, il veut bien.
On va comparer ça directement. Voilà. Vous voyez comme quoi on va se mettre ici. Donc, on a les 4 indices. On vient ici donc, simplement sur une année. Excusez-moi. Voilà, l'année passée. Voilà. Donc, depuis début 2019 jusqu'à, voilà, un an, donc la clôture du 10 janvier. Et vous voyez comme quoi le QQ, donc le Nasdaq 100, est toujours en tête de liste, suivi par le SP500, et vous avez en plus 28% depuis il y a un an, donc le 10 janvier, etc. Et ici pour le Dow Jones. Et le petit dernier, c'est pour ça que je le suis vraiment de près, il reste, même s'il est positif sur un an, mais en tous les cas, il est bien dernier. Et donc, on a ici quand même une élongation où on voit comme quoi ils ont tous le même comportement, en tous les cas, les 3 premiers, mais pour l'instant, IWM, il est un peu mou du genou, comme on dit. Donc, si maintenant on vient sur 6 mois, eh bien, sur 6 mois, on voit exactement la même chose, c'est-à-dire en termes de réaction, même s'il y a le momentum du QQ qui est beaucoup plus, on va dire, élevé que sur le SP500, mais en tous les cas, on voit bien aussi comme quoi on est dans une zone de congestion pour IWM qu'on avait déjà étudié courant décembre 2019. Si maintenant on vient sur la semaine ou depuis, on va dire, 3 mois, et bien sur 3 mois, vous voyez comme quoi c'est IWM qui avait essayé de compenser un petit peu son retard jusqu'à la fin on va dire avant la fin décembre. Et puis là, il redevient un petit peu baissier du retracement, alors qu'il avait bien accéléré et s'était même retrouvé à un moment donné en tête de liste devant le QQ. Sur le mois de décembre, effectivement, l'IWM avait bien performé puisqu'on avait cassé une zone de congestion. Malheureusement, on n'a pas continué à déborder cette zone de congestion, mais voilà. Donc c'est effectivement aujourd'hui un secteur qui reste un petit peu à la traîne par rapport aux autres indicateurs. Comme tu dis, on regarde de très près cet indicateur. On espère avoir de bonnes surprises pour 2020. On va revenir donc sur la présentation. Voilà. On va voir maintenant les secteurs sur 6 mois. Eh bien, les secteurs sur 6 mois, il faut que je revienne là. Alors là, attendez, bougez pas, vous voyez comme quoi on apprend. Alors, c'est pas ça. On revient ici sur les graphiques. Voilà, j'avais oublié. Voilà. On est ici maintenant sur 6 mois et on compare les secteurs de la roue sectorielle. Le premier, on voit toujours comme quoi c'est la technologie, d'où le comportement de QQ, vous voyez, du Nasdaq 100. Donc le premier, c'est toujours le secteur de la technologie, suivi ici de près par la santé XLV qui s'est quand même bien repris. Si on regarde son évolution et ceci sur 6 mois, on voit bien comme quoi, on en avait parlé lors d'un billet de la bourse en stress, mais c'était bien réveillé et que c'était aussi un secteur certainement à suivre. Entre autres, également avec, par exemple, les biotech. Ensuite, en troisième position, les financières. Les financières qui ont eu un phénomène d'accélération, donc à la fin d'année 2019. Et puis là, on végète un petit peu encore. Bon, en tous les cas, un secteur à suivre. Et ici, donc, les industriels, je l'ai déjà évoqué, etc., etc. Et le seul qui reste encore sur 6 mois négatif, ici, c'est l'énergie. Mais l'énergie qu'il faut quand même suivre de près, et j'en parle depuis un bon bout de temps, parce que on s'aperçoit que sur la roue sectorielle, le dernier, effectivement, on va dire, secteur avancé qui nous montre comme quoi on risque de repasser peut-être par des moments plus difficiles, peut-être une récession ou on va dire une récession, on va dire, économique, qui arrivera forcément un jour ou l'autre, il ne faut pas rêver. Mais en tous les cas, c'est toujours à travers le secteur de l'énergie qu'on s'en aperçoit et qui nous donne un indice avancé. Voilà pour, et donc là, on regarde maintenant sur ce 3 mois. Sur 3 mois, vu ce qui s'est passé, l'accélération, sur 3 mois, tous les secteurs sont positifs. L'autre façon que j'utilise toujours, que vous connaissez maintenant, c'est celui-là, le petit tableau. Alors comme ça, il y en a pour tout le monde, des graphes ou un tableau. À la clôture du 10 janvier, on voit seul sur 6 mois, c'est le secteur de l'énergie qui est négatif.
Tous les autres sont positifs. Et en plus, le sous-secteur leader, c'est, et ça reste, les semi-conducteurs. Vous voyez, 25% sur, ici, en termes d'évolution, sur 6 mois. C'est le premier sous-secteur. Pour reprendre un petit peu SMH, puisque tu en parles et j'en parle également régulièrement lors des analyses, c'est quand même un secteur à suivre qui performe énormément donc sur les 6 derniers mois et surtout sur la dernière année. C'est quand même un secteur à suivre puisque, comme Philippe vous le dit régulièrement, les semi-conducteurs, on va en avoir de plus en plus besoin avec tous les objets connectés, aussi bien les téléphones, les voitures, etc. Enfin, tout ce qui va arriver dans un avenir proche au niveau des différentes connexions. Et les semi-conducteurs ont vraiment une part entière à prendre dans le développement de la technologie. C'est un secteur qui, normalement, devrait continuer à pousser très fort. On vous invite avec Philippe, c'est pour ça qu'on vous en parle quasiment toutes les semaines, à suivre ce secteur, voir comment vous pouvez prendre des positions pour tirer des bénéfices sur le secteur des semi-conducteurs. Merci, Michael. Ici, vous voyez vous n'aurez qu'à appuyer sur pause pour regarder le tableau. Je n'ai pas besoin de vous montrer ça, vous êtes assez grand. En tous les cas, sur 3 mois, vous voyez, les SMH, les semi-conducteurs, c'est toujours en tête, en termes d'évolution. Bon, on voit comme quoi il y en a quelques-uns qui essayent de suivre, comme la technologie, et c'est normal, et la santé. Mais en tous les cas, il y a sur 3 mois, vu le contexte international, c'est normal, le pétrole est remonté sur 3 mois. On voit comme quoi le secteur de l'énergie, c'est quand même bien repris. OK, en termes d'évolution, plus de 10%, donc à suivre. Et là, c'est ce qui s'est passé sur cette semaine. Il y a eu un contexte extérieur, l'Iran, etc., l'avion, voilà, etc. Cette semaine, il vient de se terminer vendredi, donc le seul qui a été positif, secteur, enfin positif, le plus important en tous les cas, c'est la technologie. Voilà, etc., etc. Vous appuyez sur pause et vous verrez le reste. Moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de revenir aussi sur, on va venir ici, sur quelque chose que je suis toujours. C'est le petit tableau. Vous avez même eu un tutoriel dessus, où c'est également une autre façon de présenter les choses. Mais bon, là, il y a plus de TF, il y a plus de... puisqu'il y a la technologie, la roue sectorielle, etc. Mais il y a également l'international comme quelque chose qu'il faudrait suivre aussi. C'est peut-être les marchés émergents, OK, puisque là, je me suis mis sur 3 mois, vous voyez. Donc là, on est uniquement sur les ETF et vous avez les émergents, EEM, qui est un ETF émergent. Vous avez également, ici, on voit bien la santé. Ici, vous avez la santé avec XBI. Vous voyez, là, c'est une évolution sur 3 mois. Regardez, sur 3 mois, XLV est quand même bien monté, pratiquement 17%, vous voyez. Et XBI, je ne peux pas bouger la souris parce que comme j'ai mis la souris sur le carré, j'ai activé le pop-up. On voit bien que XBI et IBB, qui sont 2 ETF, soit adossés sur le Nasdaq, soit sur le SP500, on voit comme quoi ils ont bien progressé. Je vous rappelle aussi que les biotech, c'est quand le moral des investisseurs est relativement bon qui vont mettre de l'argent sur les biotech. C'est à suivre. Et si on regarde le screener, par exemple, de Finviz, et on voit, je vais même vous donner l'exemple, on vient ici, je viens ici, voilà. On le voit tout de suite. Vous voyez bien comme quoi, si vous venez sur les top gainers, vous avez quand même très souvent, et il faut regarder pratiquement tous les jours, vous avez très souvent des biotech, vous voyez, biotechnologiques. Bon, alors là, celle-là, vous voyez, un petit peu, je vais enlever la publicité. Voilà, c'est RNE. Voilà, bien, vous avez quand même une belle progression puisque le cours a pris quand même dans la même journée plus de 39,59%. Voilà. Il suffit d'aller là et de screener la répartition, si c'est des sociétés, on va dire, classiques, ou si c'est des biotech, on voit en termes de top gainers, essentiellement des biotech. Voilà pour Finviz. Alors, vous connaissez déjà ma petite feuille, je vais passer peut-être la main à Michael. Alors, pour faire un point sur les valeurs qui étaient à suivre lors du dernier billet qui datait donc du 13 décembre, il y avait notamment SLB. Donc, Philippe vous l'avait présenté. J'en avais profité pour rentrer alors un petit peu avant, quelques jours avant. Donc, j'en avais profité au niveau du support ici pour rentrer sur une vente de put. J'avais pris une vente de put à échéance février, assez court terme, pour bénéficier des rejeux du temps. La valeur ayant bien rebondi sur le support, j'ai pu racheter ma vente de put assez rapidement avec un gain d'à peu près 90%. J'avais d'ailleurs communiqué sur le groupe privé de la Bourse en stress
donc la prise de position et également donc le rachat de position. Voilà, donc SLB. On avait également IGV, secteur qui vous avait été proposé, donc c'était le 13, on était à 228,70 $. Le cours est monté à 200,44 $. Si bien sur une vente de put que sur un achat de call, il y avait de quoi bien gagner sa vie. On avait ici en plus donc un débordement de la résistance autour des 230, vraiment un double signal ici pour pouvoir rentrer donc au débordement des 230 pour prendre une bonne partie des gains sur IGV. On avait également donc l'ETF sur les marchés grecs. Voilà. Alors ici, sur ce graphe, on peut voir une figure de tasse avec Anse. On est toujours sur la ligne de coup aujourd'hui. Est-ce qu'il faut rentrer aujourd'hui? Écoutez, moi, je serais plutôt tenté de dire qu'il faudrait attendre la réaction sur la ligne de coup. Soit on vient percer la ligne de coup et là, on pourrait repartir tester, par exemple, ici, un support qui pourrait être autour des 8,80. On a des supports avant à aller chercher qui sont ici la 50 et la 200 en cas de correction. Si maintenant on devait se servir de la ligne de coup pour repartir à la hausse, écoutez, ça serait plutôt un bon signal. On pourrait, je pense, attendre une confirmation au débordement des 10,24 $, 10,30 $ à peu près. Et si on devait avoir une clôture au-dessus de ces 10,30 $, ça pourrait être un très bon signal d'achat sur RIC, donc l'ETF du marché grec. On avait également en proposition un ETF sur le pétrole. On était ici, le 13, voilà. On est toujours sur le même niveau du 13 décembre. On a eu effectivement depuis quelques temps une petite montée du marché du pétrole et là, on a eu une petite baisse. Et là, par contre, si je vais passer en weekly pour vous montrer ça, on est sur une zone ici de support. Donc, je vais vous le dessiner, comme ça vous l'aurez bien. Mais là, on est vraiment pile poil dessus. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Donc là, on est vraiment sur une zone de support. Que va-t-il se passer? Donc là, on est coincé, juste pour voir un petit aparté, on est coincé entre le support ici et la résistance de la 50 semaines. Qui serait bien pour confirmer une hausse, ce serait au moins de déborder la 50 semaines. Si par contre, on devait casser ici le support autour donc des 13 $, à mon avis, on pourrait aller rechercher les plus bas précédents autour des 10,75, ce qui nous ferait une baisse potentielle d'à peu près 17%. Donc avec un achat de put, ça peut commencer à rentrer un petit peu d'argent. Si maintenant on devait ici déborder les 14 $ sur OIIH, à mon avis, on pourrait aller rechercher les plus hauts précédents. Voilà, donc on va partir à peu près d'ici si on devait déborder la 50 semaines. Et on pourrait aller chercher une première zone ici de résistance autour des 18,23 $, ce qui nous laisserait à peu près plus de 25% de gains en cas de cassure ici de la 50 semaines. On peut repasser en daily pour avoir un point un peu plus précis. Voilà, je vais reprendre ici les graphes. Voilà, donc vous avez en daily, bien sûr, la 50 semaines correspond à la 200 jours. Donc là, clairement, la 200 jours joue un rôle de résistance important. C'est une résistance importante à casser. Il faudra vraiment attendre la cassure de cette résistance au-dessus des 13,50 pour vraiment commencer à être haussier sur cet ETF. Voilà, j'en ai fini pour les valeurs qu'on avait données à suivre. C'était le 13 décembre. Maintenant, avec Philippe, on vous propose de suivre les valeurs suivantes: General Electric, Bank of America, Microsoft et Visa, que je vais laisser Philippe vous présenter en reprenant la main. Nous vous proposons donc, Michael et moi, des stocks à suivre. Ce n'est pas une recommandation, mais ce sont des stocks que nous suivons et nous allons certainement investir dessus. Et on parle déjà de la première qui est General Electric, BAC, MSFT, donc Microsoft, et puis le petit dernier que nous avons trouvé, qui est Visa. On va dire sur une comparaison qui est relativement intéressante, c'est quand on compare le comportement de Visa par rapport aux SP500. C'est comme ça qu'on l'a screené. Voilà. On va aller directement sur les graphes. General Electric. L'histoire de General Electric, je vous rappelle que ça a été une grande misère pendant un bon bout de temps. J'en avais déjà parlé. Je me mets ici en weekly. Vous voyez, comme quoi, pendant un bon bout de temps, ça a été une grosse misère. Vous voyez, plus personne ne voulait du General Electric. Alors que General Electric, c'est une grosse boîte quand même, qui a beaucoup de cœur de métier. Mais bon. Et on était revenu tester donc des zones. J'en avais déjà parlé ici, une zone de support, voilà, qui est en hebdomadaire et qui est remontée à 2009. Vous voyez, voilà, on avait tout retracé depuis 2009.
Et puis, si on regarde un petit peu d'un point de vue comportemental, on était dans une zone de congestion, ok. Et puis, on a ici, on est en weekly, courant octobre, on a cassé la moyenne mobile à 50 semaines. Et on reste quand même néanmoins sous la 200. Il lui faudra un petit peu de temps pour qu'elle change d'inflexion. Mais en tous les cas, vous voyez bien comme quoi on a cassé la 50 semaines et en même temps, la 10 semaines a croisé à la hausse la 50. Moi, je vous propose de suivre cette valeur parce que c'est pas de la pure technologie, bien entendu, c'est pas de la biotech. Mais en tous les cas, on voit bien ici, vous voyez, en daily, je suis en daily, on voit bien comme quoi ici, on avait déjà eu un gap haussier, on avait ici cassé ici une zone de résistance, pof, on l'a cassé carrément en haut, à la hausse, et puis ici, on a une autre zone de résistance qui est à 10,73, disons 10,70, et on l'a cassé aussi, voilà. Et puis, bien entendu, quand on voit l'excursion entre là, ce zone de support, et là, bien entendu, il faut bien de temps en temps du retracement. Parce que si on se met ici en mesure, ici, si on vient entre là, vous voyez, et si on vient sur les plus hauts ici, on a eu une belle évolution. On va faire ça, voilà. On a une évolution de 60%. Pour une société un peu pépère comme General Electric, si vous voulez, c'est quand même agréable. Voilà. Je vous propose de continuer. Je vais enlever là. Voilà, remove. Et là, vendredi, on revient tester la SMA 10. Est-ce qu'on va revenir tester la 50D? Il est fort probable, puisque là, on va certainement revenir intégrer la zone de congestion qu'on a ici. On l'a tenté de la casser, et puis là, on revient, on a un retracement. Bon, et la moyenne mobile 50D, préalablement, elle avait déjà croisé à la hausse la SMA 200D, et là, elle est quand même bien montante. Donc, on risque de revenir sur des zones ici aux alentours des 11-20. Est-ce que c'est quelque chose et qui correspond en même temps ici, à l'ouverture donc du 22 février? Et est-ce que c'est une zone où effectivement on peut venir sur General Electric? Eh bien, je dirais oui. Pourquoi? Parce que la plus grosse partie de la baisse de General Electric, elle a été faite. Elle a été en congestion. On est revenu tester des zones de support. Donc maintenant que General Electric va pas continuer à aller dans les bas-fonds des marchés financiers, il y a tellement d'activités très importantes de General Electric que de toute manière, à un moment donné, les investisseurs vont revenir là-dessus parce qu'elle a tellement baissé qu'effectivement, par la part du gain, effectivement, ça fait partie des sociétés qui ont des potentiels de hausse. Et je vous rappelle, donc, et puis après, je vais accélérer, mais si on revient ici historiquement, vous voyez comme quoi, en 2016, on en était quand même à 31, et là, on en est à 11,67. Bon, c'est pas la grosse biotech, mais c'est quand même du pain béni. Je dirais ça comme ça, du pain béni. Et je vous rappelle que le plus haut historique, voilà, le plus haut historique de la société se situe aux alentours des 56. Voilà, 57 dollars. Voilà, vous le voyez, 56,38. Vous voyez, le plus haut. Potentiellement, il y a peut-être des choses à faire avec General Electric. Ensuite, je vous ai parlé de BAC. Alors Philippe, juste pour General Electric, moi effectivement, donc on regarde le graphe ensemble. Moi, je pense, tu peux revenir en délice sur General Electric, s'il te plaît, juste pour montrer à nos auditeurs, enfin à nos abonnés, auditeurs, abonnés plutôt. Donc effectivement, donc comme vous a dit Philippe, il y a risque, enfin il y a une probabilité, pas un risque, mais une probabilité qu'on puisse revenir retester ici la 50 jours. Je pense que si on devait avoir, parce que là, les marchés, voilà, vous pouvez remarquer que décembre a poussé très fort, janvier part un peu sur les chapeaux de roue également. Bon, après, c'est mon intime conviction, je dis pas c'est ce qui va se passer sur les marchés, mais je pense qu'on pourrait avoir d'ici les prochaines semaines, pourquoi pas une petite correction qui serait tout à fait souhaitable pour reprendre son souffle. Et je pense qu'effectivement, si General Electric devait revenir peut-être un petit peu en dessous des $11, autour des 10,80, qui devrait correspondre à cette zone, donc à cette ligne de tendance ancienne résistance qui pourrait servir de support. Je pense que si on devait retourner sur les 10,80, effectivement, ça serait peut-être un moment opportun
pour prendre des positions sur General Electric. Alors, vous pouvez prendre des positions donc soit directement avec l'achat de titres, vous pouvez prendre des positions avec un achat de call, ou alors, pourquoi pas, donc si le marché chahute un petit peu et qu'on a une volatilité un peu plus importante, pourquoi pas rentrer notamment sur des ventes de put, alors protéger avec des crédits de put spread par exemple. Voilà, tu peux passer sur Bank of America. Alors, BAC, merci Michael de cette précision. Alors, ça aussi, les bancaires, et si vous allez sur Finviz, qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, ça avait bien monté, donc depuis 3 mois. Là, on voit comme quoi on est sur, on a dépassé les plus hauts de 2018, ok. On a le cours qui clôture au-dessus de la SMA, donc 50D, et la SMA 50D est bien au-dessus de la SMA 200D. Et là, préalablement, donc courant octobre, on avait croisé à la hausse, donc la moyenne mobile long terme 200D. Donc la 50D avait croisé à la hausse la 200D. Le petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, elle sert bien effectivement de fil conducteur. Et là, on a un léger retracement. Ici, on risque de revenir dessus, etc. La moyenne mobile 50D qui, effectivement, sert d'aimant aussi. Et en même temps, ça correspond à des niveaux ici, donc anciennement des résistances, qui maintenant va servir de support aux alentours des 33,67. Est-ce qu'il faut se précipiter donc dès lundi pour acheter du BAC? Non. Mais ce que vient de dire Michael concernant GE, c'est exactement pareil. Grosse congestion ici, dépassement de la congestion, croisement de la moyenne mobile, tendance haussière maintenant de la moyenne mobile long terme. Il y a tous les ingrédients, les probabilités avec vous par rapport à cette société. Voilà, et quand même qui est une grosse banque américaine. Ok. Et on a vu qu'en plus, le secteur XLF avait bien monté aussi. Vous voyez, comme quoi là, il y a toutes les probabilités. Cependant, est-ce qu'il faut y aller dès lundi? Non. En tous les cas, il faut voir le comportement par rapport à la moyenne mobile 50, quitte peut-être à revenir sur la zone des 32,60, ici 32,50 plus exactement, et qui correspond aussi à des niveaux déjà vus en mars 2018. Mais en tous les cas, pardon? Ah bon. Donc. Désolé, c'est un pop-up Finviz qui s'est mis en route. Désolé. C'est pas grave. MSFT, ça arrive. Donc, Microsoft, vous voyez, on a ici une belle congestion. On l'a cassé. En plus, avec un gap haussier. Alors, les gaps, il faut quand même s'en méfier. Il ne faut pas non plus, voilà, je vais me mettre en plein écran. Voilà, c'est encore mieux. Mais en tous les cas, on ne l'a pas comblé. En tous les cas, on voit bien ici, Microsoft ne fait que monter. Le fil conducteur sert bien de fil conducteur. Les moyennes mobiles sont bien à la hausse et avec la SMA 50 qui est bien au-dessus de la 200. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un retracement? Oui, peut-être, quand on voit la pente ici, etc. Mais de manière sur du long terme, on vient ici en weekly. Déjà, vous voyez la bougie hebdomadaire de MSFT. Alors, je ne dis pas comme quoi on ne risque pas de revenir retracer sur la 50, la 10 semaines, plus exactement, ok. Mais quand on voit tout ça, on a quand même des bons éléments pour dire comme quoi Microsoft est quand même la bonne société sur laquelle il faut investir, soit à travers donc, le stock, soit à travers des options, que ce soit l'achat de call ou la vente de put. Si jamais il y a un retracement, effectivement, on va profiter de la volatilité un petit peu plus importante. Mais en tous les cas, c'est une belle société. Microsoft, alors je confirme que c'est une belle société puisque, pour être clair, ça fait partie de mon top 3 ou top 5 en gainers sur les options. Je m'amuse régulièrement à vendre des puts sur Microsoft, donc depuis maintenant pas mal d'années. La bonne surprise, c'est qu'à chaque fois, donc, je touche l'ensemble de mes primes. Vous avez d'ailleurs pu voir sur la page privée Facebook que j'avais mis donc l'ensemble de mes ventes de puts sur plusieurs mois. D'ailleurs, vous avez pu voir donc plusieurs fois donc Microsoft apparaît dans les ventes de puts. Et clairement, c'est une valeur que j'aime bien, qu'on suit avec Philippe. Les ventes de puts sur Microsoft, depuis plusieurs années, pour l'instant, ne m'ont apporté que des bonnes choses. Jamais de mauvaises surprises. C'est vraiment une société qui pousse fort. Ça reste parmi mes sociétés favorites pour les stratégies vente de puts.
Alors, également, petit complément d'information très, très, très important, puisque je vous rappelle qu'on va rentrer de nouveau dans la saison des résultats. Donc, tenez compte, non seulement je vous ai dit potentiellement comme quoi il risque d'y avoir un retracement, mais il faut en profiter. Ça permet donc de pouvoir acheter moins cher, par exemple. Mais en tous les cas, faites très, très attention, puisque le 24 ici, le 24, donc 23, excusez-moi, ça va être avant, non, c'est après la clôture, il me semble. Donc, il va y avoir la présentation des résultats. Alors, vous savez très bien comme quoi les résultats parfois peuvent être très bons, voire pas bons, et puis on peut avoir deux types de réactions, bien, pas bien, etc. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux attendre pour l'instant, effectivement, les earnings, parce que peut-être Microsoft a pété les compteurs en termes de résultats, mais c'est pas pour ça que le cours ne va pas baisser. Méfiez-vous, il y a parfois pour deux époques différentes, pour le même résultat, on peut avoir deux comportements de marché totalement différents. Mais en tous les cas, gardez ça en tête, ok? Gardez bien ça en tête. Il y a la présentation des earnings le 23 janvier. Ouais, c'est pour ça que je me suis allégé. D'ailleurs, j'ai fermé pas mal de positions sur Microsoft et on va attendre une dizaine de jours. On s'est mis un peu liquide, on a récupéré de la marge et on va attendre effectivement donc les résultats pour voir un petit peu le comportement de la valeur. Et puis, si on retrace, on en profitera pour faire un petit peu de vente de put. Ensuite, le petit dernier, Visa, V, carte de crédit. Marché du crédit, surtout aux États-Unis. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu l'as pris, Philippe? C'est très simple. Déjà, si vous regardez ça en weekly, vous voyez bien comme quoi, depuis un paquet de temps, c'est marqué dans les cours. Que si vous voyez comme quoi ici, la 50 semaines, la 200 semaines, la 10 semaines, le petit fil conducteur qui sert très, très souvent de fil conducteur, vous voyez? Et là, on est en weekly, c'est quand même donc l'hebdomadaire, c'est quand même du cossu. Et en plus, on vient ici de casser en hebdomadaire, d'ici mi-décembre, on a cassé ici une zone de résistance, ok, avec une belle progression ici, avec vu la chandelle hebdomadaire. Mais ce que moi j'ai vu, ce que nous avons vu, c'est que si maintenant je reviens ici en journalier, ici, et que je divise par le SP500, parce qu'il est toujours intéressant de comparer un stock et par rapport, on va dire, à un indice comme le SP500 pour savoir lequel va plus vite. Ok, parce que si c'est le SP500 qui va plus vite, aller sur le stock uniquement parce que ça nous fait plaisir, il vaut mieux prendre le truc un petit peu plus dynamique. Voilà. Et la comparaison de l'un par rapport à l'autre m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. C'est-à-dire que grosso modo, on voit comme quoi vous avez très souvent des périodes où V va beaucoup plus vite que l'indice de référence, le SP500. On le voit tout de suite. Vous voyez? Et là, depuis un bon paquet de temps. Et puis là, depuis, on va dire août-septembre, on a eu un retracement et, chose relativement amusante, la comparaison vient s'appuyer sur une tendance de fond relativement importante, 200 jours de la comparaison. Et vous voyez comme quoi, en plus, on vient taper plusieurs fois, on vient ici en dessous, et puis là, on a donc une magnifique zone de congestion et on vient de la casser. Alors, ça demande confirmation, soit, mais en tous les cas, vendredi, là où ça clôturait, on a clôturé plus haut qu'ici. Alors, on va revenir tester ici au niveau de la comparaison à niveau de 0,60, qui a pas c'est pas une valeur absolue, c'est juste la comparaison qui vaut 0,60. Et en tous les cas, c'est de bon augure. Donc, il est peut-être intéressant de suivre de très près Visa en termes d'investissement en position donc de stock, d'options, etc. Simplement par rapport à ce critère, voilà, qui est le nôtre. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'engagement, c'est pas, on va dire, la recommandation, mais c'est simplement ce que nous avons détecté. Et après, puisque là, si je reviens sur le weekly, voilà, on peut même avoir, si vous voulez, pour ceux qui vont chercher donc une tasse avec une anse, on peut attendre un petit peu plus tard, si vous voulez, d'avoir la création de la anse et de prendre position sur la cassure de la anse. Voilà. Là, on commence à voir la tasse qui se dessine et puis à un moment donné, on va avoir des zinzins comme ça. Et là, en plus, vous avez donc, c'est un hebdomadaire, on va dessiner l'anse, ok, puis à un moment donné, à la cassure de l'anse, on pourra rentrer dedans. Voilà. Mais en tous les cas, on peut être un petit peu plus réactif
En tous les cas, c'est une belle société. On va attendre simplement la réaction avec, en tous les cas, les résultats. On va voir la volatilité, comment elle se comporte, etc. Mais en tous les cas, V est une belle société à suivre. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter, Michael? Non, écoute, je pense qu'on a fait une belle analyse. Voilà, bon, on a essayé d'innover aujourd'hui avec cette analyse en binôme. Tout à fait. C'est quand même, on est quand même, on va pas dire exceptionnel, mais en tous les cas, je dirais très peu d'intervenants en tous les cas sur Internet font des analyses de marché ou simplement des présentations de billets à deux. Voilà. Et c'est un peu notre force. Voilà. Je trouvais ça intéressant de pouvoir au moins faire ça une première fois. Donc, si ça vous a plu, à ce moment-là, notez-nous dans les commentaires, voir si vous voulez si on peut refaire ça la prochaine fois. Alors, peut-être pas tous les week-ends, puisque, bon, comme vous le savez, Philippe habite en France, j'habite aux États-Unis. Il y a quand même entre 8 et 9 heures de décalage horaire suivant l'été et l'hiver. Donc, c'est compliqué de trouver un créneau horaire disponible tous les deux. Globalement, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être refaire de temps en temps si vous avez aimé. Donc, si vous avez aimé, merci de le noter dans les commentaires. Simplement pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, donc je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton « Abonnez-vous » ici en bas à droite. Vous pouvez également activer la clochette de notification pour recevoir les vidéos au fur et à mesure. Plusieurs vidéos sont en cours d'écriture et de tournage. Donc, je vais prévoir quelques vidéos, alors peut-être pas trop sur les options, mais plus sur la bourse en général. On m'a donné quelques idées. Donc, je suis en train d'écrire les scripts. Donc, j'espère vous donner ça assez rapidement. Ça demande aussi pas mal de travail, mais avec Philippe, on essaie de vous donner du contenu de qualité pour vous faire progresser au niveau de votre investissement boursier. Donc, sur ce, écoutez, je pense qu'on en a terminé. Philippe, est-ce que tu veux rajouter? Oui, tout à fait. Très, très bonne semaine de trading. Ok, donc comme d'habitude, trade safe. À bientôt. Ciao, bye bye.